Ahmadou Bamba et d'autres grandes figures religieuses au Sénégal, on a vu quand même on a vu une nouvelle phase d'approfondissement de l'islam et qui a pris de nouvelles allures, excusez-moi. C'était donc dans un contexte de colonisation qui est un contexte très très particulier, très difficile, notamment parce que, comme vous le savez, vous n'êtes pas sans savoir que la colonisation française était caractérisée par une démarche d'assimilation qui quand même avait tendance à remettre en cause les soubassements sociétaux même du Sénégal. Maintenant, cette génération d'auteurs et de penseurs ont produit durant cette période-là plus que durant les 1000 ans d'histoire de l'islam au Sénégal. Et ça, je pense que c'est extraordinaire. C'est-à-dire si on a en moins de 100 ans, parce que Ahmadou Bamba, il a vécu pendant 75 ans à peu près. Si par exemple, nous par exemple, quand nous recensons au niveau du projet Majalis, on a 1200 et quelques khassaïd, poèmes qui ne représentent même pas, disons, peut-être le quart de ce qu'il a écrit, parce que quand même, il y a beaucoup de ces écrits qu'on n'a pas. Je pense que si on a une génération qui s'est mise à réfléchir et quand on regarde leurs ouvrages, ils ont quand même définir de nouvelles valeurs. Par exemple, tout à l'heure on a parlé de Massalik, on aurait pu parler d'autres ouvrages, c'est El Hadj Malick Sy, El Hadj Ouzab, etc., dans lesquels, de Seydi Ibrahima Niass, etc., dans lesquels donc il théorise un certain nombre de choses qui, à notre sens, représentent un siècle de lumière par rapport à la société tchado, qui représentait pour nous l'obscurantisme, qui est l'équivalent de la djahiliya de l'époque prophétique. Donc je pense que c'est un siècle sur lequel donc on peut faire donc la comparaison entre ce qui s'est passé durant le siècle de lumière français et ce qui s'est passé durant ce que j'appelle le siècle de lumière sénégalais. Vous parlez de siècle de lumière, donc ce qui veut dire progrès, et puis sortie de l'obscurantisme, et puis là vous insistez sur l'importance de l'écrit et vous nous parlez de la prodigieuse production intellectuelle de Cheikh Ahmadou Bamba et d'autres personnes comme lui. Vous avez évoqué El Hadj Malick Sy et Cheikh Ibrahima Niass. Mais dites-moi, vous dites que Cheikh Bamba a écrit « Mon miracle, c'est mes écrits ». C'est quand même incroyable. Le miracle qu'on retient de lui, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba est l'homme qui a marché sur la mer, c'est l'homme qui a prié sur les eaux, sur la mer. Mais il dit, lui, « Mon miracle, c'est mes écrits ». Voilà, donc c'est vrai, hein, c'est lui qui a dit dans un de ses poèmes « Karamati khatou yadi », ça veut dire « Mes miracles sont mes écrits ». Et ça, nous avons essayé de l'analyser dans l'ouvrage, sachant que nous ne donnons que le point de vue qui est le nôtre. Bon, je pense que ce genre d'assertion peut être analysé sous plusieurs plans. Le plan sur lequel nous avons l'habitude de l'analyser, c'est sur le plan peut-être mystique et spirituel, qui est réel. Mais sur un autre plan, pour nous, c'est très compréhensible sur le plan, disons, peut-être profane ou même exotérique, si vous voulez. Donc, si on se réfère par exemple à la notion de miracle, un miracle c'est un fait qui dépasse l'ordinaire, qui n'est pas courant, à la limite même qui contredit, disons que la norme, c'est l'extraordinaire, le miracle, si vous voulez. Donc, si on se réfère à l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam a produit des miracles sur le plan ésotérique. Par exemple, il a fendu la lune, etc. Mais pourtant, quand on parle de miracle de l'islam, du miracle ultime du prophète, en général, les savants font référence au Coran. Le Coran est le plus grand miracle du prophète. Donc c'est une œuvre écrite. Et Cheikh Ahmadou Bamba aussi, c'est comme s'il s'inscrivait dans cette lignée. Parce que quand on parle de Coran, quand on parle d'écrit, on parle quand même de raison, de méditation, etc. Donc lui aussi, je pense que quand il a, à travers ses écrits, qui représentent une source inépuisable de valeurs, disons, un message, de revivification du message intemporel de l'islam, donc ce qui est miraculeux pour l'analyste, c'est comment il a pu, disons, durant sa vie, produire autant. Par exemple, vous savez que par exemple, il a été exilé à plusieurs reprises. Il n'est pas comme moi qui peux m'enfermer dans mon salon avec mon climatiseur et qui écrit par exemple 2 ou 3 ouvrages dans sa vie. Lui, il a été déporté, il a été au Gabon, etc., en montagne. Mais ça ne l'a pas empêché tout le temps de produire intellectuellement. Moi, je pense que ça, c'est un miracle. Mais, enfin, pour terminer sur ce point, je pense que peut-être que nous n'avons pas, jusqu'à présent, assez compris quand même le sens de ce genre de démarche. Parce que si nous avions compris cela, nous aurions privilégié ces écrits dans nos œuvres. Parce que jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore traduit, par exemple, un écrit de Cheikh Ahmadou Bamba dans 4 langues, par exemple, différentes.
Donc je pense que ça mérite d'être relevé. Et vous précisez, il a été exilé, pas seulement qu'au Gabon, c'est le Gabon qui est le plus connu, mais aussi en Mauritanie, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure, Abdelaziz Mbacké fait une comparaison du siècle des Lumières qui a mené l'Occident vers la Révolution française et le siècle des Lumières au Sénégal que vous l'évoquez par ces écrits-là. Mais vous m'avez dit qu'en Occident, en fait, il y a un humanisme qui est apparu, mais cet humanisme a exclu Dieu et peut-être la religion en tout cas, et peut-être Dieu aussi, au profit de la liberté. Voilà. Donc, ça, je pense que si on regarde bien l'histoire de la France, c'est pas seulement la France, mais disons que c'est la patrie des droits de l'homme, comme on dit. Donc, et c'est intéressant de voir que la notion de droit de l'homme qui est en train de prendre le pas sur beaucoup de valeurs dans notre contexte de mondialisation, cette notion-là, quelque part, provient de l'histoire française, de la charte des droits de l'homme et du citoyen de 1789 notamment. Voilà, donc voilà. Maintenant, avec ce siècle de lumière-là, est né ce qu'on a appelé l'humanisme. Mais pour nous, l'humanisme, c'est comme, je donne toujours le schéma suivant. Avant le siècle des Lumières, avant la Révolution, on avait un système qui était globalement théocratique en Occident. Même s'il y avait des accointances entre le clergé, les rois, etc., et qu'il y a eu beaucoup de problèmes de lutte contre les avancées scientifiques, etc., de dogmatisme, mais quand même, c'était un système théocratique, dans le sens où Dieu était au centre de tout. Donc, un système théocratique, c'est un système qui donne la précédence à Dieu, et autour, donc, sur la circonférence, on a l'homme qui essaie de se rapprocher de la divinité qui se trouve au centre. Maintenant, le lien qui lie l'homme adorateur à la divinité qu'il doit adorer, c'est ce qu'on appelle la religion, religare, ça veut dire ça relie. Donc maintenant, la nature de cette religion-là, c'est l'adoration. L'adoration, par exemple, en islam, on parle, l'islam, le mot même islam, ça signifie soumission. Soumission, parce que le serviteur, l'adorateur, se soumet à la divinité pour prétendre, disons, donc avoir tout ce qu'il veut. Maintenant, avec la révolution, avec l'humanisme, avec le siècle des Lumières, c'est comme si on avait changé de paradigme. On n'a plus maintenant Dieu au centre, Dieu n'est plus au centre du système, mais on a mis à la place l'homme. Donc maintenant c'est l'homme qui est toujours sur la circonférence qui essaie d'adorer l'homme. Mais comme que l'homme ne peut pas s'adorer, donc à la place de la religion, on a l'humanisme. C'est l'humanisme qui est devenu la nouvelle religion de l'homme. Oui. Pour moi, l'humanisme c'est la religion de l'homme. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les libres penseurs, quand on les interroge, ils disent « je crois en l'homme ». Parce que l'homme est devenu la nouvelle divinité avec ce nouveau paradigme-là. Maintenant, à la place de soumission islam, on a l'inverse de la soumission, c'est la liberté. La liberté au sens occidental, qui veut dire que l'homme s'est débarrassé de toutes les chaînes qui jusqu'ici l'empêchaient, disons, les chaînes à la limite même morales quelque part et spirituelles, qui l'empêchaient de vivre comme il l'entendait. Donc, pour moi, cet humanisme-là est une religion sans Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le siècle de lumière sénégalais notamment, on a vu que, je prends l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba, que je maîtrise mieux, il a amené un autre humanisme qui est l'humanisme de l'islam. L'humanisme musulman, c'est ce que j'appelle la khidma, peut-être qu'on va y arriver. Voilà, je rappelle que nous recevons aujourd'hui donc sur le plateau de l'entretien Abdelaziz Mbacké, qui est chercheur, qui a fait notamment ce travail dont nous commençons à parler sur l'islam et le mouridisme. Alors, vous avez écrit justement Khidma qui est un essai sur les relations entre pouvoir mouride et le pouvoir politique au Sénégal et la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est vrai, vous analysez ces relations entre pouvoir religieux et pouvoir politique à travers la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Alors, si vous pouvez nous résumer, parce que l'œuvre est colossale, quelle est la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba? Voilà, donc avant peut-être d'expliquer peut-être cette notion-là, peut-être qu'il ne serait pas inutile que je précise certaines motivations qui m'ont mené à écrire ce genre d'essai. Comme vous le savez, la problématique des relations entre le pouvoir religieux et politique au Sénégal, au-delà même du Sénégal, à travers le monde, on voit la posture de l'islam face au système laïque et même moderne, pose un certain nombre de problèmes. Donc nous avons remarqué que beaucoup de chercheurs ont écrit sur le thème et beaucoup de journalistes ont écrit des articles ou même des blogueurs, des hommes politiques, voilà. Donc, mais nous, ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart de ceux qui se prononcent sur cette question-là le font sans faire référence, par exemple, aux initiateurs fondamentaux, par exemple, que Cheikh Ahmadou Bamba. Comme je le disais tout à l'heure, c'est la même critique. On étudie une chose qu'on n'est pas censé maîtriser. Je donne toujours la métaphore de celui qui veut
étudier la question du terrorisme et de la violence dans l'islam sans se référer au Coran et à la tradition du prophète. On voit ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est on prend quelques musulmans, des terroristes ou des fondamentalistes entre guillemets ou des extrémistes qu'on identifie aux milliards de musulmans restants. C'est ça le problème. C'est-à-dire on ne peut pas étudier une question en rapport avec une communauté ou avec une doctrine sans se référer aux sources premières de cette doctrine-là. C'est la même chose sur le plan politique. Quand on étudie la politique, quand les gens se prononcent, c'est le rapport entre les marabouts, pour schématiser, et les politiciens. En général, les gens le font en se basant sur des comportements personnels. Par exemple, on voit tel politicien qui a fait telle chose, tel marabout qui a fait telle chose. Et les gens se basent sur ça pour analyser ou bien pour critiquer la doctrine en tant que telle. C'est comme on prend un Ben Laden, on dit qu'il a fait telle chose. Donc tous les musulmans sont... Et d'ailleurs, c'est ça qui a mené à la stigmatisation et à ce qu'on appelle l'islamophobie qui, chez nous, donne la mouridophobie. Est-ce à dire que, parce que je vous ai demandé de nous résumer autant que faire se pouvait la vision politique de Bamba, vous m'avez... Alors, c'est ça que je veux. Est-ce à dire que cette vision a été dévoyée d'après tous ces attendus que vous faites? Donc, pour savoir si elle a été dévoyée ou pas, bon, je prends toujours peut-être la démarche du chercheur, qui est un peu longue quelquefois et assez fastidieuse. Moi, je veux toujours qu'on commence par le début, qu'on regarde les fondamentaux. Malheureusement, au Sénégal, la plupart des débats sont biaisés du fait que les gens ne prennent pas assez de temps, parce que le temps quand même, pour comprendre un certain nombre de phénomènes qui sont assez complexes. Je pense quand même qu'il faut quand même du temps et de l'énergie et du sérieux quand même pour le comprendre. Mais nous, on a tendance à nous focaliser sur des épiphénomènes, à faire des raccourcis intellectuels, etc. Bon, je réponds à votre question. Pour voir si elle est dévoyée ou pas, il faut comprendre qu'est-ce qui explique la nature, la typologie des relations entre le pouvoir religieux et politique au Sénégal. Rapidement, pour moi, il y a 3 axes fondamentaux qu'il faut nécessairement analyser pour les comprendre. Le premier axe, c'est, avant de parler du mouridisme ou même de la Tijani, etc., il faut d'abord comprendre la vision de l'islam par rapport à la politique. En islam, il n'y a pas une séparation nette entre le sacré et le profane. La politique, au sens noble, fait partie intégrante de l'islam, dans le sens où la politique, la définition normale, c'est l'art de gérer et d'organiser la cité. Donc, puisque l'islam a pour vocation de mettre l'homme dans les conditions idéales pour adorer son Seigneur sur terre, donc est forcément politique à ce sens que le prophète, par exemple, était en même temps le prophète, donc c'était le marabout, il était donc le messager, il était donc le chef d'État, il était le chef de l'armée, il était, etc. Donc ça veut dire, il faut comprendre donc ce paradigme-là qui fait que les confréries religieuses ne peuvent pas se détacher totalement de la chose politique. Ça, c'est un axe. Que l'islam accepte la politique. Accepte la politique, intègre la politique au sens noble. Mais disons que, pour revenir sur ce point-là, après la disparition du prophète, cette sphère idéale, comme je l'appelle, a été brisée parce qu'avec les dissensions sanglantes entre les compagnons qui ont mené au schisme, etc., il y a eu ce qu'on appelle le soufisme qui a essayé de se détacher de la vie publique, même s'il y a eu quand même des réaménagements. Donc ça, c'est pour schématiser. L'autre axe, rapidement, pour comprendre les relations entre le pouvoir religieux et politique religieux au Sénégal, c'est qu'il faut comprendre l'histoire de ces relations-là. Ça, par exemple, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas de 100 ans. Par exemple, historiquement, la naissance du Sénégal remonte très longtemps, mais on peut par exemple se caler sur la dislocation de l'Empire du Jolof au XVIe siècle qui a donné naissance au royaume que nous connaissons, le Bawol, le Kayor, etc. Les historiens ont rapporté que lors de la création de ces royaumes-là, les nouveaux rois ont fait appel à des religieux pour les aider dans la magistrature, dans la gestion administrative, etc. Donc, et ça a mené à des sortes de relations d'échange de bons services qui faisaient que les rois protégeaient des marabouts et les marabouts en échange leur apportaient un certain nombre de services, etc. Ça, c'est le second axe. Et maintenant, le troisième axe, pour comprendre, avant de venir au dévoiement, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, à mon avis, avait une vision politique au sens noble. Maintenant, là, j'ai été critiqué, et même très férocement par certains chercheurs, enfin, certains mourides qui pensent qu'ils ne peuvent pas accepter que l'on accole la notion de politique, par exemple, à une figure religieuse de Cheikh, comme Cheikh Ahmadou Bamba. La vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Maintenant, très rapidement, là, vous me donnez l'occasion d'expliquer assez pour fendre le sens de ce titre. En fait, il faut revoir la notion même de politique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je distingue 2 types de politique. Ce que j'appelle la politique cité, qui est l'art d'organiser et de gérer la cité. Ça veut dire quoi? La politique, c'est voir comment
une communauté, une société doit être organisée pour atteindre le maximum de bien-être économique, social, moral, spirituel, etc. C'est ça la politique au sens noble, pour schématiser. Et maintenant, il y a une autre politique. Parce que pour avoir cette politicité-là, il faut que les gens s'organisent et qu'on ait une élite, on ait des dirigeants, on ait un pouvoir qui puisse représenter la masse. Maintenant, ça, le pouvoir-là, pour y accéder, donc il y a des démarches, il y a une manière de procéder. Ça, c'est ce que j'appelle la politique pouvoir. Mais malheureusement, c'est cette seconde acception qui est la plus répandue et qui fait que, actuellement, quand on parle de politique, par exemple, au Sénégal, on a forcément une vision négative parce que pour nous, chez nous, la politique, c'est quoi? C'est l'art de dire ce qu'on ne fait pas et de faire ce qu'on ne dit pas. Disons que c'est la duplicité. Alors que moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver les sources déjà de la politique en tant que telle. Mais si on retrouve ces sources-là, on verra que l'islam est politique et on verra que forcément, Cheikh Ahmadou Bamba, sans pourtant prétendre avoir le pouvoir, la politique pouvoir, Cheikh Ahmadou Bamba faisait de la politicité dans la mesure où il a initié une démarche qui, d'après lui, devait aboutir à un nouveau citoyen, à un nouveau type de citoyen peut-être, et à une nouvelle cité qui sera bâtie sur des fondamentaux qui vont intégrer aussi bien la vie d'ici-bas que celle de l'au-delà. C'est là l'intérêt de retrouver un humanisme musulman. L'humanisme musulman, c'est un humanisme qui concilie l'homme et Dieu. Donc il n'y a pas une séparation nette comme le fait l'humanisme des Lumières entre la divinité et l'homme. Alors, parlons encore, insistons encore, si vous le voulez bien, Abdelaziz Mbacké, sur ces rapports entre pouvoir politique et pouvoir religieux. Alors, vous vous rappelez que l'islam accepte la politique, n'est-ce pas, l'intègre, et que, bon, évidemment, à quelles conditions les marabouts ont été conseillers des rois et des princes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, ce que tout le monde connaît dans notre histoire. Mais ces rapports entre pouvoir politique et religieux ont toujours été difficiles, passionnés et même ambigus. Alors, est-ce que ce n'est pas des relations presque contre nature au point de créer cette confusion-là? C'est difficile à appréhender, parfois à concevoir, accepter. Voilà. Donc là aussi, pour peut-être répondre à votre question, peut-être il faut faire peut-être une perspective historique beaucoup plus longue. Hein, parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a tendance à analyser sur des perspectives très courtes. Par exemple, le régime de l'alternance, le régime de Senghor, etc. Mais le chercheur, il ne peut pas se permettre de se focaliser sur un point et de ne pas intégrer que c'est une très longue histoire. Je vous ai dit tout à l'heure que l'islam a presque 1000 ans au Sénégal. Comparer ce qu'on a connu et ce qui a existé avant. Voilà. L'idéal est peut-être ce qu'on vit. Même le passé n'est pas idéal. Hein. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que on a quand même toujours une vision assez idyllique du passé, ce qui nous mène peut-être à diaboliser le présent. Je pense que si on prend une perspective très longue, on verra que cette histoire-là a été très mouvementée, l'histoire entre les relations entre pouvoir politique au Sénégal. Elle est aussi très, disons... Qu'est-ce qui fait ça? L'intervention trop directe, voilà. Et parfois même peut-être brutale, mais en tout cas directe des religieux dans les jeux politiques. Voilà, ça c'est pas nouveau. Pour comprendre cela, comme je disais tout à l'heure, la nature de ces relations est très diverse, selon la personnalité des religieux ou des politiques. Par exemple, si on fait un petit recul, on verra que, par exemple, à un moment donné de l'histoire du Sénégal, les religieux ont essayé de créer des théocraties au Sénégal. Par exemple, au Fouta, on a vu qu'il y a eu... Voilà, donc il y a eu des choses. Il y a eu la guerre des marabouts. Il y a eu pas mal de choses. C'est une histoire très, très mouvementée. Donc, quelquefois, des marabouts qui s'allient avec des rois, quelquefois qui s'opposent aux rois. Donc, ça dépend des circonstances, ça dépend de tas de choses qui fait que... Mais moi, ce que j'ai remarqué, je l'ai dit dans le livre, malgré ces soubresauts-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a vu que l'islam est la seule force endogène montante au Sénégal. Moi, c'est comme ça que je le constate, parce qu'on a eu les régimes tchaddo, qui ont essayé d'utiliser les marabouts quelquefois ou de s'allier avec eux. Ils ont disparu. On a eu le colon, etc. Maintenant, ça, je reviens maintenant au présent, parce que peut-être que c'est ça le sens de votre question. Je pense que il y a quand même différentes démarches ou différentes approches qu'il faut comprendre dans le cadre des politiques et dans le cadre des religieux. Parce que ce ne sont pas des masses homogènes où tout le monde a la même démarche. Dans tout groupe, il y a des éléments vertueux, je peux l'appeler ainsi, et peut-être des électrons libres qui n'en font peut-être qu'à leur tête, etc. Donc, comme ça existe chez les politiciens, chez les journalistes, ça existe chez les religieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le principe de ces rapports-là était un échange de bons services, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais en revenir tout à l'heure quand je vais parler de la vision corporatiste des khalifes mourides. Mais dans cette démarche-là, il y a des éléments qui viennent, disons, qui s'approprient ces valeurs-là, mais pour des intérêts crypto-personnels, comme ça existe partout.
Donc il y a des religieux qui, au nom de la politique, donc posent des actes qui sont en contradiction avec les principes. Là aussi, c'est la même chose chez les politiques. Moi, je pense que les politiques au Sénégal, peut-être que c'est pas tout le monde, mais la plupart, ils conçoivent les communautés religieuses comme des viviers électoraux à qui l'on s'adresse que pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt supérieur de la nation ou même l'intérêt de la religion. Alors, je dois quand même rappeler que vous-même, vous avez écrit un article intitulé Le Ndigel de la discorde. Hein, c'était par rapport au soutien de Cheikh Béthio Thioune Abdoulaye Wade, alors candidat. Alors, cet article, quelle a été sa motivation? C'est le principe ou alors tout simplement contre Abdoulaye Wade? Bon, moi je suis fondamentalement ni pour ni contre un camp, même s'il m'arrive d'avoir des prises de position, comme tout bon citoyen. Bon, pour comprendre maintenant ce genre d'article, il faut d'abord se rappeler que j'ai toujours eu le réflexe de me prononcer sur les grandes questions qui sont débattues au niveau du landerneau intellectuel et politique du Sénégal, donc comme tout bon citoyen ou intellectuel le fait dans les médias. Maintenant, l'article dont vous parlez, je l'ai écrit dans le contexte très exacerbé des dernières élections, où il y avait quand même un certain nombre de leaders mourides qui se sont prononcés en faveur d'un camp ou d'un autre. Moi aussi, j'ai donné mon avis en tant qu'intellectuel pour dire que la façon dont certains leaders utilisaient le Ndigal n'était pas conforme, à mon avis, à la philosophie très profonde du Ndigal qui dépasse donc la manière dont certains l'utilisaient. Dans cet article-là, par exemple, j'ai défini déjà ce qu'est le Ndigal, qui vient du terme coranique al-amr, donc qui veut dire l'ordre ou le commandement, où Dieu dit aux musulmans donc de suivre les ordres du prophète et de ce qu'il est, de leurs autorités. Donc le Ndigal, ça veut dire autorité, et c'est ça qui régit, c'est une notion très noble qui régit donc la communauté mouride. Maintenant, moi je vois qu'il y a des leaders parmi nous donc qui l'utilisent pour moi, qui n'utilisent pas de façon vraiment conforme, c'est un avis personnel à cela. Maintenant, au-delà de cet article-là, aussi, moi j'avais une vision assez critique donc de l'ancien régime. Parce que moi je pense que, là aussi c'est un avis personnel, que la façon dont le régime, disons, appréhendait les communautés religieuses était une démarche purement instrumentale, qui instrumentise la religion, mais pas pour le bien-être ou bien pour le progrès de la religion. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, on a assisté quand même à une évolution de la conception quand même de la politique par les religieux? Ça, c'est indiscutable. Bon, nécessairement, il y a toujours des évolutions. Une société comme la société sénégalaise, il y a toujours de nouvelles valeurs, de nouvelles choses qui se passent. Mais moi, mon avis, c'est qu'il faudra redéfinir la typologie de ces relations-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour retrouver maintenant les vrais fondamentaux. Par exemple, la khidma, je pense qu'elle mérite d'être connue. C'est quoi? La khidma, c'est Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, il s'appelle Khadim Rassoul, le serviteur du prophète. Khidma et Khadim, c'est la même racine. Donc la khidma, c'est rendre service à quelqu'un, rendre service aux créatures. Pour moi, pourquoi je l'appelle vision politique? La khidma, c'est ce que les mourides appellent Ligel Serigne Touba. Voilà. Donc la khidma, pourquoi je l'appelle vision politique? Parce que pour moi, la politique, au sens noble, devrait consister à rendre service à sa nation, à ses concitoyens, à sa communauté. Normalement, c'est ça la politique. Donc, pour moi, ça devrait être la vision politique à laquelle donc l'élite politique sénégalaise devrait s'identifier, mais pas une politique dans le sens où on s'enrichit, où on se rend service soi-même, mais on ne rend pas service aux autres. Pour moi, c'est ça la khidma. Donc, il faudra pour moi redéfinir les bases de ces relations-là, de telle sorte que les politiciens comprennent que les communautés religieuses ont un potentiel qui est extraordinaire. Par exemple, chez les mourides, nous avons le sens du travail. Il y a pas mal de valeurs sur lesquelles nous aurions pu nous appuyer pour contribuer au développement. De la même façon, chez les religieux aussi, il faudra quand même une autre approche de la chose politique, de telle sorte que cette chose politique-là soit, disons, au service de la nation et de l'islam. Vous écrivez, je cite, que beaucoup de disciples mourides ignorent encore en réalité la véritable signification de l'engagement politique de leur communauté, ou leur en donne des interprétations subjectives, souvent fort éloignées de la véritable idéologie enseignée par Cheikh Ahmadou Bamba, n'est-ce pas? Et ce qui en pratique aboutit à des amalgames, à des flottements et indécisions dont les hommes politiques n'hésitent pas à profiter en utilisant notamment des symboles du mouridisme et ses valeurs de base pour se légitimer aux yeux du puissant électorat mouride de plus en plus écartelé entre le devoir de fidélité aux idéaux sacrés de leur communauté et un malaise croissant proportionnellement aux
incohérence médiatisée du discours politico-religieux. Mais vous dites que la khidma dont vous parlez, quand même, qui est ce livre-là que vous venez de sortir, CTC, vous dites la khidma et c'est votre essai politique sur Cheikh Ahmadou Bamba. Vous dites que pour ce saint homme, Cheikh Ahmadou Bamba, la politique est un acte d'adoration divine. Absolument. Dans la mesure où lui, son titre spirituel, c'est Abdullahi wa Khadim Rasoul. Abdullahi, ça veut dire esclave de Dieu. Khadim Rasoul, serviteur du prophète. Abdullahi, on a Ibada, l'adoration verticale. Khadim Rasoul, c'est l'adoration horizontale, comme je l'ai dit. Ibada, ça veut dire la prière, lire le Coran. Donc des actes cultuels que le musulman effectue pour son propre bénéfice et qu'il destine exclusivement à la divinité, à Dieu. Maintenant, on a un autre type d'adoration qui est l'adoration horizontale, c'est-à-dire l'homme, le musulman, il peut adorer Dieu en générant du profit pour son semblable. C'est ça la khidma. Donc la khidma est un acte d'adoration. Par exemple, je me mets au service de la communauté, je me mets au service de mes parents, je me mets au service de ma femme, de mon mari, de mes enfants. Tout ça, moi je le définis comme une sorte de khidma, je me mets au service de mes concitoyens. Donc, dans ce sens-là, et c'est ça qui est intéressant, si par exemple on parvient à dépasser nous les concepts qu'on nous a légués et qu'on a pris de l'humanisme des Lumières, et qu'on s'approprie un nouvel humanisme qui est conforme à nos valeurs et à nos pères fondateurs, parce que pour moi, c'est Cheikh Ahmadou Bamba les vrais pères fondateurs de la nation sénégalaise. Si on parvient à s'approprier ce genre de concepts-là, nous aurons réussi ce que le Japon aura réussi, ce que la Chine aura réussi, ce que d'autres pays développés ont réussi. Et ça va nous mener vers la République sénégalaise dont je parle. À nos vraies valeurs. Voilà. Ce sont ces valeurs-là qui seront fondatrices de la République sénégalaise dont je parle. Oui. Vous dites que la khidma est une sorte d'humanisme, l'adoration de Dieu en se mettant au service de ses créatures, des créatures de Dieu. C'est ça la définition de la khidma. C'est ça la khidma. Alors, je disais que les rappeurs, les militants de Y'en a marre parlent d'un nouveau type de Sénégalais. Alors, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même a aussi voulu un Sénégalais différent, mais d'abord plus critique, puisque lui-même l'a été. Par exemple, prenons l'exemple. Il dit, par exemple, il ne faut pas tout retenir de l'héritage ancien. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait pour mission de revivifier la sunna du prophète, de faire une œuvre de rénovation, tajdid. Donc, il est un mujadid, un rénovateur. Donc, dans ce cadre-là, dans sa société, il a apporté un certain nombre de ruptures. Donc, vous avez tout à l'heure parlé de ce que j'appelle de la critique du passéisme africain. Parce qu'en Afrique, on sait que le culte des anciens est la chose, disons, la mieux partagée. Mais lui, il a dit quelque part dans Massalik, n'accordez pas l'exclusivité des faveurs de Dieu aux seuls anciens. Vous tomberez alors dans l'égarement. Car il arrive qu'un homme des temps modernes maîtrise des secrets qu'ignoraient les hommes des temps anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se complaît pas à l'héritage qu'il a eu de ses ancêtres, mais qu'il a été conscient de la responsabilité qui lui incombait et sur laquelle quand même nous devons nous tous méditer. Maintenant, pour revenir à cette notion-là, même si ce n'est pas le thème cette notion de nouveau type de Sénégalais, moi je pense qu'il faudra qu'on la réanalyse à la lumière de ces nouvelles démarches-là. Parce que pour moi, ce qui me gêne dans ce genre de concept, c'est que peut-être que c'est l'impression que j'ai, mais on ne définit pas assez les racines historiques et socioculturelles de ce genre de valeurs. Moi, je pense que la notion quand on parle de nouveau type de Sénégalais, on doit le faire en référence. C'est comme la France, par exemple, toute proportion gardée. Quand ils ont voulu définir un nouveau type, ils se sont rapportés aux Lumières. Oui. Et à part des Lumières, ils ont tiré les valeurs pour bâtir leur République, qui est la République française. Nous aussi, nous devons nous référer à notre siècle des Lumières, à travers les ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Et en extirper la quintessence qui fait que ce sont des éléments vivants qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes auxquels nous faisons face dans cette terre de mondialisation. Pour moi, ce n'est qu'à cette condition qu'on pourra parler de nouveau type qui aura des racines très profondes. Sinon, le risque c'est qu'on va définir un nouveau type qui sera uniquement quelqu'un qui va faire du rap, qui n'aura pas peut-être la kersa, la sutura, la teggin. Moi, les teggin, je pense que c'est pas conforme à ma vision. Alors, deuxième des choses, de ces critiques auxquelles nous convie Cheikh Ahmadou Bamba,
c'est aussi prendre de l'autre ce dont on a besoin. Et là, on donne l'exemple du café Touba. Voilà, qui est une boisson nationale maintenant, devrait-on dire. Voilà. Toujours dans son œuvre de réforme, Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, a dit aux disciples de prendre tout ce qui est bon chez l'autre. Et ça, c'est ça qui est conforme au message du prophète qui disait que la sagesse est le bien du croyant. Il la prend où il la trouve. Cheikh Ahmadou Bamba aussi, il a fait la même chose. L'exemple dont vous parlez est très illustratif de cette démarche-là. Le café Touba, qui est devenu une boisson mouride et même nationale actuellement, et qui est devenu même un symbole de l'identité culturelle mouride. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Cheikh Ahmadou Bamba, historiquement, quand on l'a interrogé, il a dit qu'il l'a pris chez les colons qui le détenaient, qu'il avait en détention. Parce qu'il a vu, selon la tradition orale, il les voyait tous les soirs boire du café. Ces geôliers, il leur a demandé la raison de ce comportement. Ils lui ont dit que ça leur permettait de rester éveillés la nuit. Et il s'est dit, si ceux qui ne croient pas en Dieu veulent rester éveillés la nuit, a fortiori, nous les musulmans qui devons œuvrer dans cette vie ici-bas et préparer l'au-delà en nous consacrant par exemple à la prière nocturne, etc. Donc il a pris chez eux, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tropicalisé ce café Touba là en mettant du djar, du xorom pollé, etc., qui est d'ailleurs un arbre du Gabon, de la forêt équatoriale, et on l'a tellement tropicalisé et mouridisé qu'il est devenu un élément de l'identité mouride. Et ce qui est anecdotique dans cette démarche-là, c'est que les mourides qui sont connus pour peut-être rejeter, pas tous les mourides, peut-être la culture occidentale qu'on assimile comme beaucoup de musulmans au grand Satan, ne savent pas que cet élément, ce trait culturel qu'ils pensent être propre, est un élément que Cheikh Ahmadou Bamba a pris. Donc ça veut dire quoi, le fin mot de cette histoire-là, que nous devons prendre tout ce qui est bon chez l'autre et ne pas l'exclure totalement et l'adapter à nos réalités. Cheikh Ahmadou Bamba prendre l'ouverture aussi, voilà. Et l'enracinement. Alors, il y a quand même quelque chose que je n'ai pas compris dans les critiques qu'il nous recommande. Il nous dit de ne pas faire confiance inconditionnelle au marabout surtout. Non, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est toujours dans le Masalik. Oui. Parce que dans le Masalik, il a fait une critique socio-religieuse de son époque. Il a critiqué ce qui avait une vision négative du soufisme, etc. Maintenant, il a parlé des grands saints de Dieu, il a parlé de leurs vertus. Mais dans cette démarche aussi, il a mis en garde les disciples de ne pas assimiler les vrais saints de Dieu aux tartuffes. Ah oui, et il a fait une critique sévère qui disait que, en son époque, il y avait des gens qui se présentaient sous les couverts d'un cheikh, d'un vrai marabout, mais qui n'en étaient pas de réels, et qu'il recommandait aux disciples de toujours regarder très attentivement ce qu'il prenait pour maître. Voilà, et vous l'expliquez, là on passe rapidement pour gagner du temps parce qu'il nous recommande d'être critique. Il dit que le principe de la vie n'est pas figé, donc il faut se renouveler. Et il dit qu'il ne s'agit pas seulement d'instruire, mais surtout éduquer. Hein? Tout ça, c'est des recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba, et que cette quête du savoir, d'ailleurs, chez lui, apparemment, le fait bannir le principe de classification sociale. Hein? Tout cela. C'est plusieurs choses différentes, mais en fait la classification sociale de son époque, elle a aussi remis en cause en disant que les hommes ne se différencient pas fondamentalement par leur ascendance. Oui. Donc ça veut dire que se réclamer d'un saint de Dieu ou d'un être honorable ne suffisait pas, et que les hommes se différenciaient par la science et l'adoration de Dieu. Oui. Donc c'est ça qu'il a dit à ce pour quelqu'un qui privilégie quand même l'écrit, qui privilégie le savoir, c'est vraiment important. Voilà. En fait, la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba par rapport à la science, je pense que c'est fondamental. Oui. Et ça mérite qu'on y revienne. Oui. Il a très souvent insisté sur l'importance de la science et de la pratique. Hilm wal amal, c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça veut dire la théorie et la pratique. C'est-à-dire qu'il faut commencer par maîtriser les arcanes de la science et toutes les sciences religieuses et profanes, parce que toute science utile est bonne à apprendre chez lui. Maintenant, il ne faut pas se suffire de l'apprendre théoriquement, il faut l'appliquer. C'est-à-dire si on a appris des principes religieux, il faut que notre comportement soit conforme à ces principes religieux-là. Donc, l'importance de la science dans l'islam, c'est important, mais aussi il faut qu'on l'allie. Si on se réfère à notre contexte, il faut allier instruction et éducation. Oui. Combien de gens instruits, quand ils agissent, on a l'impression qu'ils connaissent rien. Donc c'est ça qu'il voulait éviter. Alors est-ce que c'est cela qui a valu à Cheikh Anta Diop d'être cet esprit brillant? Parce que quand même, Cheikh Anta Diop, attaché à la science, vous écrivez à la page 304, Cheikh Anta Diop fut aussi marqué par son passage à l'école scientifique du village de Guédé, dirigée par l'érudit Serigne Mbacké Bousso, cousin et disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Voilà. Et ainsi, Cheikh Anta Diop dit ceci:
dans la communauté mouride, l'école de Guédé, village du Baol, avec le professeur Mbaké Bousso, s'intéressa aux mathématiques, à la mécanique appliquée et à certains problèmes de thermodynamique, machine à vapeur et surtout à la mesure du temps, quel que soit l'état du ciel, cette dernière étant toujours liée à la nécessité de prier à l'heure exacte. Cette école, il y a 20 ans, était en passe de créer un courant scientifique de la même qualité que celui de la Renaissance, à partir d'une documentation strictement arabe, sans influence directe de l'Europe. Aucun de ses ressortissants ne savait ni lire ni écrire le français. Les connaissances astronomiques y étaient assez développées à cause de la nécessité de trouver la position de la Mecque, même en dehors des horizons coutumiers, par observation du ciel. Ça, c'est Cheikh Anta qui l'écrit, c'est Cheikh Anta que vous citez. Donc j'ai consacré un chapitre entier à Cheikh Anta Diop, que j'appelle le chantre, enfin c'est une question, chantre mouride de la Renaissance africaine. Parce que pour moi, je pense que la démarche, la trajectoire de Cheikh Anta Diop a été, entre autres, c'est pas la seule donnée, entre autres influencée parce que beaucoup de gens ne le disent pas. Récemment, par exemple, nous venons de célébrer l'anniversaire de sa disparition, mais on voit personne, par exemple, rappeler que Cheikh Anta Diop était non seulement mouride, mais était né dans un environnement mouride. Il était presque né à quelque part de Kergoumak, la demeure Cheikh Bamba. Il a fait ses humanités coraniques à Kër Cheikh, la maison de Cheikh Ibra Fall, etc. Donc il a grandi avec Serigne Salou, etc. Donc les gens oublient ce genre de détails. Et vous, son esprit a été ainsi formé, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que quand il, par exemple, il fait référence dans son ouvrage Afrique noire précoloniale, c'est que quand même quelque part ça l'a marqué. Si on voit par exemple la prédilection de Cheikh Anta Diop pour les langues nationales, la façon dont il a étudié Cheikh Moussa, etc., pour montrer que nos langues nationales étaient porteuses de progrès, je pense que ça, c'est parce qu'il a vécu dans un environnement où le wolofol était très usité, etc. Maintenant, un terme aussi qu'il a utilisé dans sa description de l'école de Serigne Mbacké Bousso, il a utilisé le terme de renaissance. Oui. Et je pense que c'est extraordinaire, par exemple, qu'on ait à la limite ce même terme pour traduire tajdid. Parce que pour moi, la rénovation de Cheikh Bamba, c'était une renaissance dans un autre contexte. Et là, ça me permet de rebondir, qu'il ne reste pas mal de temps, et je voudrais en parler, qu'on en arrive à la notion de République sénégalaise, vraiment qui me tient à cœur. Oui, on en parlera, mais quand même, moi j'ai noté quelques curiosités là, hein, quand même, peut-être du fait de mon ignorance. Par exemple, vous écrivez que, d'ailleurs, vous parlez de fiction des confréries des Mourides, et que vous relevez que Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais parlé de confréries mourides dans ses écrits. Vous écrivez d'ailleurs à la page 25, 26, impossible de trouver le mot mouridia, mouride ou mouridisme dans aucun vers parmi les centaines de milliers qu'il lui a composé tout au long de sa vie. Vous écrivez plus tard, plus loin, le mouridisme n'est donc nullement pour lui une confrérie au sens doctrinal et étymologique du terme ou un ordre. Voilà. Il n'en a jamais parlé. Donc là, c'est un débat intellectuel que nous avons entre savants. Oui. Donc, chez certains chercheurs, le mouridisme est une confrérie, chez d'autres, ce n'est pas une confrérie. Moi, j'ai donné mon avis. Mon avis, je le synthétise. Hein. Pour moi, il y a deux types de mouridisme, si vous voulez. Il y a le mouridisme que j'appelle doctrinal, qui est la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, et ce que j'appelle le mouridisme sociologique, qui est l'application de cette vision-là. Chez Cheikh Ahmadou Bamba, par exemple, il n'a pas une démarche confrérique dans la mesure où, lui, ce qu'il voulait, c'est une rénovation de l'islam dans son entier. Il voulait propager le message du prophète et, disons, le porter à toute l'humanité. Donc, c'est un message qui est intemporel et universel. Ce n'est pas une confrérie. Maintenant, pour matérialiser cette vision-là, il a fallu que des gens, des hommes, dans un espace et dans un temps défini, s'organisent pour matérialiser cette vision-là. Et disons, la forme d'organisation qui était la plus indiquée, surtout dans ce contexte, c'était les confréries. Donc, le terme mouride, il l'utilise. Maintenant, ce qui est intéressant, il n'a pas utilisé le terme Bambiya ou Mbakiya pour qualifier sa voix. Il parlait de mouride. Quand il disait même mouride, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce terme-là, il ne l'a pas inventé. C'est un terme soufi. Ce sont les soufis qui parlent de mouride. Le mouride, dans le soufisme, c'est le novice spirituel, le grand débutant qui veut, disons, accéder à l'agrément de Dieu sous la directive d'un maître spirituel, d'un cheikh. Lui, il s'est inscrit dans ce sens-là, mais puisque il s'appelait ainsi, on les appelait les mourides. Bon, maintenant, donc lui, il n'a pas parlé de mouridisme dans ce sens-là, même si ce n'est pas contradictoire. De l'autre côté, maintenant, comme j'ai dit, il y a le mouridisme sociologique. Donc c'est nous, les gens du Bawol au début, du Kayor, qui se sont réunis avec leurs valeurs, leurs antivaleurs, leurs problèmes, leurs potentialités, qui ont essayé de matérialiser cette vision-là. Maintenant, ce mouridisme sociologique-là
là a pris les formes d'une confrérie. Donc c'est ça qui a créé ce débat-là. Alors je voudrais aussi, avant de terminer, qu'on parle de Touba quand même, qui est devenue la deuxième ville du Sénégal, il me semble, n'est-ce pas? C'est ça la vérité. Alors, un statut particulier, parfois même on dit un État dans les temps, il suffit de passer un peu au Vatican, mais alors, et parfois prend des allures de capitale politique, c'est arrivé, sous l'alternance qui a été le régime pluméride absolu avec des résidences là-bas et des épouses prises là-bas. Bon, mais ça, c'était, l'alternance a fait ça. Alors que Bamba voulait faire de Touba un endroit où l'on puisse adhérer Dieu. Hein? Et vous citez même que, à la page 346, que Touba, l'origine, c'est, Victor Hugo en parle, c'est un arbre si grand qu'un cheval au galop met toujours en courant, 100 ans à sortir de son ombre. Touba est un arbre du paradis dont l'homme couvre une distance franchie en 100 ans de marche et dont les feuilles produisent des vêtements des habitants du paradis. Hein, c'est, voilà. En fait, la notion de Touba, c'est une notion coranique, hein, on le trouve dans le Coran. Cheikh Ahmadou Bamba, donc c'est comme s'il avait, disons, la vision de la ville idéale, comme on dit, Madinatul Fadil. Donc il voulait créer un endroit où les êtres humains pouvaient trouver toutes les conditions pour adorer Dieu, donc, et préparer l'au-delà. Maintenant, les khalifes qui sont venus après lui, ils ont essayé de matérialiser cette vision-là en ayant des relations que j'appelle corporatistes avec les politiciens. C'est quoi une corporation? C'est des chefs qui défendent les intérêts de ceux qu'ils représentent, pour schématiser. Maintenant, là, je termine par là, puisque le temps est fini. Donc, pour moi, il faut une redéfinition de ces relations-là entre le pouvoir politique et le jeu sénégalais. Et pour ce faire, comme j'ai l'habitude de le dire, en France, on a une république française, pas de France. Au Sénégal, actuellement, on a une république du Sénégal, mais pas une république sénégalaise. Moi, ce que je prône, et ça, c'est peut-être ça mon militantisme, qu'il nous faut retrouver le siècle des Lumières sénégalais, retrouver notre humanisme des Lumières de ce siècle-là, qui est un humanisme avec la divinité, l'homme et Dieu, et pas seulement la liberté sans Dieu. Et à part de ça, bâtir maintenant un nouveau système qui puisse maintenant prendre en compte le substrat culturel sénégalais, qui fait que actuellement des mourides peuvent s'engager, par exemple, pour bâtir leur ville et en faire une deuxième ville sénégalaise, mais que les Sénégalais n'ont pas cet attachement pour leur pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour développer le Sénégal, nous avons besoin de nous retrouver nous-mêmes, comme les Chinois l'ont fait, comme les Japonais l'ont fait, c'est-à-dire en prenant, en nous enracinant, je ne suis pas le premier à le dire, sur nos valeurs socioculturelles, pour nous ouvrir maintenant aux vents fécondants qui peuvent venir de n'importe où. Et vous dites les meilleures racines, ce sont les écrits, ces écrits que nous ont légués et des personnes comme Cheikh Ahmadou Bamba, c'est la Alexis. C'est la première étape. La première étape, il faut donc qu'on retrouve ce patrimoine-là, qu'on le valorise et qu'on puisse l'enseigner dans nos écoles. Parce que là, pour moi, je trouve aberrant que dans un pays comme le Sénégal, qu'on puisse apprendre du CI au doctorat, et qu'on ne puisse pas nous faire enseigner un seul ouvrage de ces grands penseurs, alors qu'à la place qu'on nous enseigne, je ne suis pas en train de critiquer le cahier de retour au pays natal, etc., et qu'en France, on ne verrait pas, par exemple, un enfant qui ne connaîtrait pas une seule œuvre de Voltaire ou de Rousseau. Pour moi, c'est une question de... C'est élémentaire pour moi, c'est de bon sens, la chose qui n'est apparemment pas la mieux partagée chez nous. Voilà, merci d'avoir soulevé ce débat-là. Merci Abdelaziz Mbacké d'être venu sur le plateau de l'entretien, donc nous parler de cet essai sur voilà, donc Khidma, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, l'essai politique sur les relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. Merci d'avoir suivi l'entretien, cette émission que vous propose tous les 15 jours, la première chaîne privée et culturelle du Sénégal, des STV. Au revoir dans 15 jours pour une autre émission.